Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un artiste vraiment unique, Prince. On va essayer de décoder un peu son parcours de Minneapolis à la fin, en s'appuyant sur un documentaire. Oui, Prince Rogers Nelson. Né en 58, fils de musicien, donc quelque part c'était un peu écrit, non? Son enfance, bon, un peu compliquée, hein? Le divorce des parents, une certaine instabilité, ça l'a très vite poussé vers la musique. Comme un refuge, en fait. Exactement. Mm. Un refuge et son premier langage, je dirais. Et quel langage? Autodidacte, mais bluffant. Piano, guitare, puis il ajoute la basse, la batterie, hyper vite. Alors comment ce talent brut, il explose? Il y a eu des rencontres clés, non? André Anderson? C'est ça. André Anderson, qui deviendra André Simone, il forme Grand Central. Et puis, le moment vraiment charnière, c'est la rencontre avec Chris Moon. Ah oui, le propriétaire du studio. Voilà. Moon est subjugué par ce gamin qui sait tout jouer. Il lui dit « mais tu devrais chanter ». Et surtout, il lui offre du temps de studio. Gratuitement. C'est incroyable, cette reconnaissance immédiate du potentiel. Tout à fait. Et ensuite, Owen Husney prend le relais comme manager. Il démarche les labels. Et là, Prince, tout jeune, pose déjà sa condition. Non négociable. Le contrôle créatif total. Exactement. Et ça marche. Il signe chez Warner Bros. En 1977, à 19 ans. Le plus jeune producteur du label. Faut se remettre dans le contexte de l'époque, hein. La musique était encore très segmentée. C'est fou. Et direct, premier album For You en 78. Il y joue des 27 instruments. C'est pas juste technique, c'est une affirmation, non? C'est une affirmation dès le départ. Une déclaration d'indépendance. Puis l'album éponyme, Prince, en 79, avec I Wanna Be Your Lover, son premier vrai tube. Là, ça commence à marcher sérieusement. Oui, mais c'est avec les suivants, Dirty Mind en 80 et Controversy en 81, qu'il commence vraiment à bousculer les codes. L'image devient plus audacieuse, androgyne, provocatrice. Il mélange le funk, le rock, la new wave. Une provocation qui a dû parfois diviser. Je pense à cet épisode en première partie des Rolling Stones où le public l'a hué. Ah oui, ça n'a pas été simple. Acclamé par une partie de la critique, mais rejeté par un public plus rock, plus conservateur peut-être. C'était un risque, c'est sûr. Mais un risque qui préparait le terrain pour la suite. Sans doute, parce qu'après ça arrive l'explosion. 1999 en 82. Avec Little Red Corvette, Oui. le clip passe sur MTV, ça brise des barrières. Il devient un rival pour Michael Jackson à ce moment-là, pour toucher le grand public blanc. Exactement. Et juste après, c'est le raz de marée. Purple Rain, 1984. L'album et le film. Un phénomène mondial. Comment on explique ça? C'est un alignement parfait. La musique est géniale, universelle. Le film, même s'il est un peu kitsch aujourd'hui, touche une corde sensible. C'est semi-autobiographique. Et l'image de Prince est au sommet. Iconique. Consécration totale. Et dans la foulée, il ne s'arrête pas. Il fonde son propre label, Paisley Park Records. En 85. Et il construit ses studios, Paisley Park Studios, en 86. C'est son royaume créatif, son indépendance affirmée. La productivité est folle à cette époque. Around the World in a Day, Parade. Mais en même temps, il dissout The Revolution en 86, son groupe mythique de Purple Rain. Pourquoi? Il ne voulait jamais stagner, toujours chercher autre chose, de nouvelles directions musicales, de nouvelles collaborations. C'est typique de Prince. Il continue donc en solo avec des albums majeurs. Sign of the Times en 87, souvent vu comme son chef-d'œuvre. Absolument. Puis un petit creux commercial aux US, mais relancé par la BO de Batman en 89. Gros succès. Et début des années 90, Diamonds and Pearls avec un nouveau groupe, la New Power Generation. C'est ça, NPG. Et là arrive un moment assez ironique, quand même. En 92, il signe un contrat record avec Warner. 100 millions de dollars. Une somme énorme. On se dit qu'il a enfin tout gagné. Oui, mais le diable est dans les détails. Ce contrat lui donne un titre ronflant de vice-président. Mais surtout, il transfère la propriété de ses enregistrements maîtres, les fameux masters, au label. Et ça pour Prince. Le contrôle. C'est ça qui coince. Exactement. Ça devient la source d'un conflit terrible. C'est là qu'il commence à écrire Slave sur sa joue. Radical. Tout à fait. Il se considère comme un esclave de son contrat. S'ensuivent des années de batailles juridiques, d'albums sortis un peu pour se libérer de ses obligations. C'était une période compliquée. Mais
il est fini par revenir en force, non? Oui, avec Musicology en 2004, gros succès critique, succès public. Il est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame la même année. Et puis il y a eu cette performance incroyable au Super Bowl en 2007, Sous la pluie? légendaire. Oui. Il continue à sortir des disques, à faire des tournées mémorables, souvent annoncées à la dernière minute. Il aide aussi plein de jeunes artistes. Sa vie perso, elle aussi a été intense. Des mariages, Maite Garcia, Manuela Testolini. La tragédie de la perte de leur fils Amir, avec Maïté Garcia, un drame terrible. Sa conversion tardive au témoin de Jéhovah aussi, ça a marqué une partie de sa vie. Oui, ça a influencé certaines de ses prises de position, sa façon de vivre aussi. Et puis, il y a les dernières années. Plus sombres, des soucis de santé. Des douleurs chroniques apparemment, à la hanche notamment. C'est ça, et une dépendance aux antidouleurs opioïdes qui s'installe pour gérer ça. C'est ce qui va conduire au drame. Le 21 avril 2016, le choc mondial. Il meurt d'une overdose accidentelle de fentanyl. Il avait 57 ans. Oui, beaucoup trop jeune. Une fin tragique, pour un parcours hors norme. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce talent musical fou, apparu si tôt. Une ascension fulgurante. Une créativité sans aucune limite. Et cette lutte acharnée pour son indépendance artistique. C'est peut-être ça le fil rouge. Il a redéfini ce que ça veut dire être un artiste au XXe et XXIe siècle. Contrôler tout. L'écriture, la composition, jouer tous les instruments, la production, l'image. Il a mélangé les genres comme personne avant lui. Funk, rock, pop, R&B, soul. Son héritage est immense. Musicalement, culturellement. Son catalogue est un trésor qui continue d'être exploré par ses héritiers. Et peut-être une dernière question qui reste en suspens. Cette obsession du contrôle créatif qui a donné naissance à sa musique si unique, est-ce que ça n'a pas aussi rendu sa relation à la célébrité, à l'industrie, plus compliquée, voire conflictuelle? C'est une excellente question. Cette tension entre la liberté artistique absolue et les contraintes du système, c'est peut-être ça au fond l'histoire de Prince.